Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand réveil. Nous sommes ce matin avec Nicolas Boutin, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Nicolas Boutin. Bonjour Maud. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez une enquête sur l'affaire Crépol dans le numéro qui sort aujourd'hui. Le meurtre de Thomas, tué à coups de couteau devant la salle des fêtes de son village le 19 novembre 2023 déjà. L'enquête est toujours en cours. On en est où exactement aujourd'hui ? Là, on est c'est une plongée dans un territoire en souffrance, on va en parler, parce que oui. Malheureusement, des vieux démons ont été ravivés au début du mois de novembre, mais sur l'enquête à Crépol, c'est une enquête assez opaque pour l'instant, qui est aux mains de la section de recherche de Grenoble, donc des gendarmes. Pour l'instant, il y a il y a au moins une centaine de témoignages qui ont été d'auditions qui ont été réalisés. Il ne faut pas oublier qu'il y avait plus de 400 personnes ce soir-là sur les lieux au moment de la bagarre. Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est que des jeunes de Romans-sur-Isère sont venus à Crépol lors d'un bal, un bal d'hiver comme on l'appelait, qui était une fête secondaire du village, et puis donc certains étaient dans la salle, un petit noyau était dans la salle, a priori sans incident en amont, si tant est que un couteau avait déjà été saisi par le vigile à l'entrée, mais avait été confisqué, et puis d'autres étaient sur le parking. Le déclenchement de la bagarre reste encore assez flou. Ce qu'on sait quand même, c'est la suite. C'est une scène d'extrême violence, une scène digne quasiment d'une scène de guerre inédite. En tout cas, les pompiers et les gendarmes qui sont arrivés sur place n'avaient jamais vu ça. Ils ne s'attendaient pas à un tel scénario dans ce village. Et puis certains peut-être s'attendaient donc à une empoignade lorsqu'il y a eu ce conflit, à des coups de poing. Vous savez, c'est quelque chose, on va dire, quand même de traditionnel. Il faut le reconnaître dans les fêtes de village. Mais finalement, ils sont tombés sur une violence sauvage, quasi barbare, avec des couteaux et donc des armes qui étaient en possession donc de ces jeunes, notamment issus du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ça fera une quinzaine de blessés. 4 ont reçu des coups de couteau, et puis évidemment Thomas Perotto, lui, ne s'en relèvera pas à seulement 16 ans. Alors pour l'instant, on en est donc à 14 mises en examen, 8 sont placés en détention provisoire, et puis l'enjeu maintenant, c'est de savoir qui a mis les coups de couteau, et particulièrement les 2 coups de couteau qui ont atteint Thomas Perotto cette nuit-là. Il y a 2 suspects pour l'instant sur lesquels vers lesquels les enquêteurs ont des doutes, parce qu'ils correspondent à une description, notamment en termes de cheveux longs et bouclés, mais il y a deux des mises en examen qui correspondent à ce profil. C'est vrai que l'enjeu était énorme parce qu'il faisait nuit. Il y avait forcément de l'alcool, et puis c'est une scène véritablement de chaos qui va très vite, donc c'est très compliqué véritablement de l'identifier, et c'est là où la justice finalement a un devoir d'excellence dans cette enquête. Oui. Alors vous l'avez dit, 14 personnes mises en examen, 8 ans en détention provisoire, l'auteur des coups de couteau toujours pas identifié, et une omerta, vous écrivez ça, qui plane sur cette enquête. De quelle omerta parlez-vous ? Écoutez, c'est une affaire très sensible pour 2 raisons. La première raison, elle est très compréhensible, c'est le traumatisme dans le territoire. Et puis, il y a un enjeu politique, c'est-à-dire que au moment de cette de l'agression, cette alors c'est très compliqué aussi là, de qualifier véritablement, parce qu'on va sur place, pour eux c'est leur Bataclan, c'est leur 13 novembre. Donc pour eux c'est du terrorisme ce qui s'est passé. Évidemment, juridiquement ça ne tient pas, mais parler de RIC, ce serait de partager les torts, ce serait pas non plus juste, mais en tout cas c'est donc une scène de violence gratuite qui est montrée finalement la fracture dans la société, celle de jeunes villageois et ceux de Romans-sur-Isère, en tout cas de quartiers sensibles de Romans-sur-Isère, et qui montre aujourd'hui ce clivage dans la population, cette fracture. Et donc il y a une réelle peur de représailles déjà, parce qu'il faut savoir que tout le monde se connaît là-bas, ils sont au lycée ensemble, on y reviendra d'ailleurs,
vont ils se retrouvent dans les discothèques. Et donc c'est très difficile de sortir du bois. Il y a une pression de la part de la défense qui épie les paroles ou les actes des victimes. D'ailleurs, ils cherchent à politiser le procès. Leur défense serait à un moment donné de pouvoir avancer le prétexte du racisme pour défendre la violence qui s'en est suivie. Puis il faut savoir qu'il y a des mots interdits, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas de racisme anti-blanc, alors qu'il y a eu des témoignages qui ont acté, en tout cas qui évoquent des propos anti-français, anti-blancs, et puis on ne parle même pas d'ensauvagement. Alors il faut savoir que c'est un territoire un peu de taiseux, vous voyez, on est un territoire rural, c'est des gens qui sont fiers mais humbles, c'est des gens qui sont à la fois généreux mais avec le peu qu'ils ont finalement, c'est la France des travailleurs, celles qui souffrent, celles qui sont pas habituées finalement aux tribunaux, aux médias, et puis voilà, les victimes maintenant en ont peur des tribunaux et des médias. Ouais. Alors 200 personnes ont bénéficié d'un suivi psychologique après ce drame. 60 jeunes polytraumatisés. On n'en parle pas de ces victimes collatérales et pourtant elles existent. Aujourd'hui, c'est toujours aussi difficile à supporter un an après. Ah oui, vraiment, vous le disiez, je le disais tout à l'heure, il y avait plus de 400 personnes sur les lieux, tout le monde se connaît, donc tout le monde connaît au moins une victime, et puis pour eux quand même c'est d'une violence extrême, c'est-à-dire que ce sont des gens, des intrus, qui sont venus, qui ont fait irruption dans leur vie sereine, tranquille de cette fête de village et quel qu'en soit finalement le motif de base, c'est une violence disproportionnée, une violence gratuite. Effectivement, en janvier donc 2024, il y avait 200 personnes qui ont eu un suivi, mais du coup il en manque encore 200. Oui. Au moins. Oui. C'est-à-dire que donc il y a 56 polytraumatisés qui ont été diagnostiqués polytraumatisés, mais il y a encore beaucoup qui n'ont vu aucun psychiatre, aucun psychologue, qui n'ont pas eu le suivi nécessaire, qui ont peur encore une fois de sortir du bois, et donc ils ont monté pour l'instant une association de victimes qui va permettre de se porter partie civile et qui va aussi permettre d'avoir l'accompagnement d'un avocat. C'est Maître Dreyfus à Grenoble qui va s'en charger. C'était l'avocat déjà d'Adrien Pérez, vous savez, à Grenoble en 2018, qui lui aussi se fait poignarder à la sortie d'une boîte de nuit. Mais le traumatisme, il est vraiment béant. Moi, je vous raconte par exemple un mariage cet été, au mois de juin, fin juin, de quelqu'un qui a été sur la scène, qui a assisté, qui a vu Thomas Perrotto mourir quasiment dans ses bras. Son mariage, et c'était censé être un grand moment évidemment, et c'était censé avoir plus de 100 invités. Ils l'ont fait à 20 parce qu'il est traumatisé, parce qu'il ne supporte plus la vue de la foule. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est. Vous parlez aussi de cette fracture à l'école. Vous écrivez que le séparatisme a pris le pas sur le vivre ensemble. Vous évoquez la composition des salles de classe, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant le CLAV, vous savez, c'est le comité local d'aide aux victimes qui est mis en place avec la préfecture, avec le procureur. C'est un représentant du rectorat qui l'a lui-même confié lors de cette réunion. Maintenant, à la rentrée, quand ils font les classes, quand ils préparent les classes, les compositions de classe, ils font attention maintenant entre ceux de Romans-sur-Isère, notamment du quartier de la Monnaie, et ceux des villages. Ils peuvent plus mélanger. Maintenant, c'est le séparatisme, effectivement. On a deux France face à face. Mais vous savez, en fait, tout simplement, c'est celle qui était à la Marche Blanche et celle qui, finalement, a manifesté contre la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, pour défendre l'honneur du quartier de la Monnaie, ciblé, non pas tous les habitants, qui étaient ciblés par la maire, mais bien le petit noyau, une cinquantaine de délinquants qui plongent dans le narcotrafic et qui font la loi maintenant dans ce quartier. Et ça, en fait, c'est quelque chose aussi que finalement, malgré tous les grands discours des politiques, vous savez, les fameux ministres qui sont venus à Crépol ou à Romans-sur-Isère pour nous dire qu'il ne faut pas de récupération parce que de toute façon, eux, ils vont s'en occuper. Et bien, je peux vous dire que les victimes et leurs représentants disent bien que, en fait, derrière les grands discours, il n'y a pas eu le suivi nécessaire. Alors justement, sur cette notion de récupération politique, on se souvient aussi de la réaction de plusieurs dizaines d'identitaires à Romans-sur-Isère, d'une centaine même je crois, et de cette manifestation spontanée organisée 10 jours plus tard, le 30 novembre si je ne me trompe pas. Quelle a été la réaction des habitants ce jour-là ?
Alors déjà, la réaction de la justice a été immédiate. Oui, c'est sûr. ça, c'est sûr. Ouais. La réaction des habitants, on est toujours pareil dans la question de l'omerta, c'est-à-dire qu'on a peur, on l'a fait peur aux habitants de la surenchère, des représailles. On a fait peur de la question de mettre le feu aux poudres. Et donc ça a été assez mitigé, c'est-à-dire que il y a ceux qui ont, il y a cette part de sentiments où ils se sont dit mince, ça va trop loin, mais il y a aussi surtout une colère quand même exacerbée. C'est-à-dire que dans ce territoire-là maintenant, même pendant les fêtes de village cet été, la tension elle était vraiment maximale, mais on s'amusait plus comme avant. Il y avait cette colère, en privé, certains nous disent on a envie de venger. Venger Thomas avec des armes, etc. Alors évidemment, et là c'est des villageois, on n'est pas du tout dans les manifestants identitaires qui finalement ont semble-t-il plutôt fait une manifestation qui était comment dire, à la fois maladroite et pas du tout préparée. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est leur jeune âge qui se sont mis en danger. Et d'ailleurs, il y en a un qui a très mal fini de mémoire. Mais donc le sentiment il est partagé. Et après il y a une nouvelle manifestation qui est attendue le 30 novembre. D'ailleurs les antifas de Grenoble notamment ont prévenu de leur présence ce jour-là, le 30 novembre, donc à Romans-sur-Isère. Il y a une incertitude encore autour de l'interdiction, mais publiquement, en fait, on a peur que ça mette le faux poudre. Et puis surtout, on se dit aussi, il y a Marie-Hélène Théoraval qui a fait le job, si je puis dire, pardon pour un peu l'anglicisme sur Radio Courtoisie, mais et ils disent c'est devant le Parlement qui devrait aller devant les ministères parce que il y a 40-50 ans d'abandon judiciaire notamment. Et donc c'est vrai que sur cette manifestation du 30 novembre, les organisateurs, qui est le collectif Justice pour les Nôtres, payent un peu la manifestation de l'année dernière, et pourtant ils assurent que ce sera un rassemblement pacifique. Ils recherchent même des élus, ils espèrent avoir des élus, des institutionnels avec eux, et ils veulent se démarquer donc de ceux qui étaient à la Monnaie il y a un an. Et puis un autre drame s'est produit un an plus tard dans cette même région. Nicolas, qui faisait partie du même club de rugby que Thomas, a été tué lui aussi d'une balle dans la tête. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'enquête en cours là aussi, Nicolas Boutin ? Oui, alors l'enquête, du coup, évidemment, elle est beaucoup plus récente. Donc, je vais faire un petit peu le récit des faits. On est dans la file d'attente d'une discothèque. On est à 2 pas de Valence, dans l'Ardèche, certes, mais il y a que le Rhône qui sépare de Valence. Et puis, autour de 2h30 du matin, il y a un homme cagoulé qui sort d'une voiture et qui tire au Magnum 357 sur un videur en premier lieu, dans les jambes notamment. Il y a ensuite un deuxième tir, où là c'est une jeune femme qui est touchée à la jambe. Et puis alors après on ne sait pas exactement combien de tirs il y a eu, mais il y a Nicolas qui lui est touché d'une balle dans la tête. L'auteur des tirs repart en voiture, a priori avec un complice qui était au volant. Ils vont être arrêtés finalement assez rapidement en début de semaine suivante. Donc les faits ont lieu le vendredi 1er novembre au petit matin, vraiment à 2h30. Ils sont arrêtés, je crois, le lundi à Marseille et à Cavaillon, deux villes qui sont bien connues pour leur lien avec le narcotrafic. Et puis d'ailleurs, à Marseille, c'est le tireur présumé qui est arrêté là-bas et qui, pour le coup, a été arrêté sur un point de deal directement. À 3h en fait, du matin, les parents de Nicolas sont alertés, ils sont sortis du lit, ils vont à l'hôpital. Le scanner montrera que la balle a détruit le cerveau, qu'il n'y avait plus rien à faire, et il décède le lendemain, le 2 novembre. Et puis, autre affaire, au même club du rugby, c'est vrai, mais c'est aussi la même image, les mêmes hommages, les mêmes gens qu'on a revus sur la marche blanche, dont les photos sont très similaires. L'ambiance était même très similaire également. Même symptômes aussi, l'ensauvagement, la violence gratuite, et puis le même traumatisme, et puis surtout la même victime innocente. Oui. Alors les parents de Nicolas vous ont raconté effectivement cette soirée, ils vous ont raconté même les détails de cette soirée avec ce dernier SMS d'ailleurs de Nicolas, bisous maman, à demain je t'aime. Enfin, c'est horrible de se dire que tout était normal et que d'un seul coup ça bascule, mais bon. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au sujet de l'agresseur, du profil de l'agresseur, lorsqu'ils ont appris de qui il s'agissait ?
Bah, en fait, déjà, donc, les agresseurs, il y en a un qui est à 23 ans, c'est le tireur. Non, c'est le. Oui, c'est le tireur présumé. Euh, que je me trompe pas, hein, que je. Bref. Celui qui a 23 ans, c'est un Français qui est né en Tunisie. Et je me suis trompé, effectivement. C'est le conducteur. Ouais. Et puis, celui de 19 ans, qui lui est un Italien, il s'appelle Hassan, comme son nom l'indique. Il a 19 ans, pour le coup. Et ben c'est assez intéressant. Parce que Nicolas, lui, il avait 22 ans et son petit frère, il a 18 ans. Donc, c'est quasiment Ouais, d'accord. le même âge. On est à quelques mois près. Euh, et vous voyez, c'est deux parcours différents. C'est surtout pas du tout la même éducation. Ça se voit, c'est-à-dire que par exemple celui de 18 ans, le petit frère de Nicolas, bah, il joue aux jeux vidéo par exemple. Il joue lui aussi à des jeux de guerre, etc. Tout. Ouais. Mais lui il sait, parce que son éducation, lui il sait que bah, il faut pas sortir dans la rue avec une arme, il faut pas tirer sur les gens, et qu'il y a les jeux vidéo et il y a le reste. Et malgré toute la colère qu'il peut avoir aujourd'hui d'ailleurs, et ben il ne va pas dans la rue avec une arme. Et ça, c'est une vraie, c'est vraiment la base, on va dire, qui frappe les parents de Nicolas, comme comment dire, pardon, excusez-moi, je me perds. Oui, comme ils disent, pardon, l'éducation, finalement, c'est dans toutes les langues, c'est dans toutes les religions. Ouais. Les valeurs, le bien, le mal, c'est universel, normalement, au moins sur la question de tirer sur des gens, surtout pour un motif aussi futile, puisque c'est ce que j'ai pas forcément dit sur le point sur l'enquête, mais c'était, d'après le tireur, c'était un acte d'intimidation, tout simplement, gratuit, contre la discothèque, peut-être, contre le propriétaire, certainement, peut-être contre un videur, mais un acte d'intimidation futile qu'on aurait pu faire sur une discothèque vide, et non, et on l'a fait dans la foule et on a tiré vraiment de manière très hasardeuse au moins, et c'est comme ça qu'on a fauché la vie de Nicolas. À la question de ce qu'ils espèrent aujourd'hui de la justice, les parents de Nicolas vous ont répondu quelque chose de fort, à rebours justement de cette omerta dont on parlait en début d'émission. Oui, qu'ils vous ont dit. Ils attendent déjà une grande fermeté de la part de la justice, et pas que pour l'affaire de Nicolas, pas que l'affaire qui les concerne. Vraiment, ils veulent qu'il y ait un retour d'une autorité, d'une justice. Encore une fois, les enfants si un jour les policiers venaient à la maison de Gladys et Eric pour leur dire qu'un de leurs enfants avait fait des bêtises, c'est pas les policiers qui iraient blâmer, c'est ces enfants qui passeraient un mauvais quart d'heure. Ça, elle nous le dit. Elle veut une justice ferme, elle veut une vraie peine de prison qui ne ressorte jamais, pour le coup. Et surtout, ce qu'elle nous dit, effectivement, c'est bouleversant, parce que on s'est posé vraiment la question de savoir si on retranscrivait ce propos, parce que c'est un propos qui sort du cœur, et qui certainement dépasse sa pensée, évidemment. Parce qu'elle nous dit qu'en fait, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle rêve, c'est de pouvoir passer 5 minutes avec eux, en tête à tête, et de les faire souffrir autant qu'elle a souffert. Alors, sincèrement, j'étais face à elle pendant plusieurs heures. Je n'ai pas vu quelqu'un capable de violence, pas quelqu'un de tyrannique, pas quelqu'un qui était cruel, mais c'est vraiment la question de la comment dire. C'était bouleversant de voir à quel point elle est évidemment marquée. Et puis il faut pas oublier que Nicolas, pour le coup, lui, c'est une victime gratuite, de violence gratuite, que les autres, de toute façon, même s'ils passent un mauvais quart d'heure, il n'y aura rien de gratuit dans tout ça. Ouais, non, c'est la réponse de la colère et de l'amour d'une mère qui vient de perdre son fils, effectivement, dans des conditions abominables. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas Boutin, de nous avoir raconté cette enquête. J'invite tous nos auditeurs à la trouver dans le numéro de Valeurs Actuelles qui sort ce matin. Allez en kiosque, lisez cette enquête. Merci beaucoup, Nicolas Boutin, et merci, à très bientôt sur Radio Courtoisie.